Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un CAPTCHA personnalisé en utilisant PHP. Donc le principe, c'est de reproduire le système de CAPTCHA que j'ai présent sur GraphiCart qui permet de valider qu'on est un humain en faisant un petit puzzle. Alors tout de suite, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser un système personnalisé alors qu'il existe des solutions toutes faites comme reCAPTCHA de Google ou HCAPTCHA par exemple. Alors je dirais qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le problème des solutions comme reCAPTCHA ou autres, c'est que ce sont des solutions qui sont tellement généralisées que des services se sont créés autour pour les résoudre plus facilement. Donc même si ça permet d'offrir une première sécurité, c'est une sécurité qui est bypassée malheureusement par le fait que c'est trop répandu. La seconde raison, c'est qu'en mettant en place un système de CAPTCHA personnalisé, vous allez pouvoir contrôler vos données. Vous ne donnez pas des informations sur vos utilisateurs ou vous ne gérez pas le contrôle des inscriptions par un service tiers. Donc si vous voulez être un petit peu plus souverain au niveau de vos données, ça peut être intéressant. Enfin, dernier petit point qui rejoint un peu le premier, c'est que vu que vous mettez en place une solution personnalisée, quelqu'un qui souhaite attaquer votre CAPTCHA va devoir mettre en place un robot spécifiquement pour vous. Donc si vous êtes un petit site, les gens ne vont pas forcément se prendre la peine. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors maintenant, je vous propose de d'abord réfléchir au fonctionnement général de notre CAPTCHA. Comment on va concevoir notre système. Alors quel que soit le système, que ce soit un CAPTCHA avec des images à reconnaître, des grilles ou ce genre de choses, c'est toujours le même principe. Côté serveur, avant de générer un formulaire, on va générer une clé qui va représenter le problème que l'on va soumettre à l'utilisateur. Alors nous, dans notre cas, dans notre système de puzzle, on va générer une position qui est la position attendue de la pièce de puzzle. Si on prend le cadre d'une grille où vous devez reconnaître des vélos ou des bus par exemple, c'est le même principe. On va générer un code qui représente les cases que vous devez cocher. Ensuite, on va associer à ce code-là, donc qui est la solution à notre problème, une clé. Et c'est cette clé que l'on va envoyer dans le formulaire. Donc le client reçoit cette clé et il va l'envoyer à un service de CAPTCHA. Ce service de CAPTCHA, à partir de cette clé, il va être capable de générer le problème qui représente la solution qui est attendue de la part de l'utilisateur humain. Donc le système de service de CAPTCHA va générer le problème et le renvoyer à l'utilisateur. Nous, dans notre cas, ça va simplement être une image qui va contenir notre pièce de puzzle qui est manquante dans notre élément. Ensuite, l'utilisateur va résoudre le problème et de facto, il va générer notre solution. Et ensuite, il va soumettre le formulaire avec la clé qui permet de représenter le problème et la solution que lui, il a donnée. Côté serveur, à partir de cette clé, on va être capable de voir la solution qui est attendue et on va la comparer à la solution qui est envoyée par l'utilisateur. Si les deux correspondent, dans ce cas-là, on peut justifier que c'est bien un humain. On pourra agrémenter cette solution avec d'autres métriques, comme par exemple la mesure du temps qu'a mis l'utilisateur à résoudre le problème, ce qui peut nous donner un peu plus d'informations sur est-ce que c'est un utilisateur légitime ou non. Après, il faut développer quelques petites solutions en plus par-dessus. Donc maintenant, on va passer à l'implémentation. Et on va d'abord commencer par concevoir un code générique indépendant du framework que l'on va utiliser. Et ensuite, on verra les éléments spécifiques dans le cadre d'un framework en particulier. Donc dans le dossier SRC de mon application, je vais aller créer un nouveau dossier. Moi, je vais choisir d'organiser ça par domaine. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler domaine. On va mettre ça dans un dossier que l'on va appeler anti-spam. C'est un dossier qui contiendra toutes les classes qui sont liées justement à la gestion du spam. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier, je vais aller créer une nouvelle classe et cette classe, je vais l'appeler Challenge Interface. C'est une classe qui va représenter ce que l'on attend au niveau du challenge. Donc comme on l'a dit dans notre diagramme en séquence, on a d'abord besoin de générer une clé et de générer le problème qui est associé. Donc je m'imagine que je vais avoir besoin d'une première méthode qui va être une méthode publique qui va s'appeler GenerateKey. Cette méthode ne prendra rien en paramètre et devra renvoyer une chaîne de caractères. Ensuite, je vais avoir besoin dans le cadre de mon service de CAPTCHA de générer le problème. Ça veut dire à partir de la clé, être capable d'obtenir la solution qui est attendue par l'utilisateur. Donc je vais me créer une nouvelle méthode qui va s'appeler getAnswer. On lui donne la clé et automatiquement, alors la clé va être une chaîne de caractères, et ça c'est censé nous renvoyer le problème en question. Alors ça pourrait simplement renvoyer une chaîne de caractères, mais moi je me dis que le problème, il peut être par exemple des coordonnées géométriques ou ce genre de choses. Donc on va mettre mixte ici, dans le sens où ça peut être un petit peu n'importe quel type de données. Enfin, la dernière méthode que je vais avoir besoin d'implémenter, c'est cette méthode-là qui permet de valider la solution. Donc je vais créer une nouvelle méthode qui va s'appeler verify, et cette méthode, elle va prendre deux paramètres. Un premier paramètre qui sera la clé, qui représentera le problème que l'on souhaite soumettre à l'utilisateur, et un second paramètre qui sera aussi une chaîne de caractères qui sera la réponse.
Voilà, et ça va nous renvoyer un booléen, ça va nous renvoyer true si effectivement la solution qui est proposée par l'utilisateur est correcte et false sinon. Donc voilà pour l'interface de notre challenge. On va créer ensuite une seconde interface qui va représenter cette partie-là, où on a besoin de générer un problème. Nous, dans notre cas, dans le cadre du CAPTCHA, on va générer un problème qui est simplement une image, mais on peut s'imaginer qu'on génère une iframe ou ce genre de choses. Du coup, l'interface va être plutôt simple, ça va être une méthode generate qui recevra la clé du problème et qui renverra une réponse qui permettra de justement soumettre le problème. Donc je vais aller créer cette nouvelle interface, on va l'appeler challenge generator. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez, on va mettre ici que c'est une interface et on va avoir donc une seule méthode qui va être publique qui va s'appeler generate. Elle prendra en paramètre une chaîne de caractères qui sera la clé du problème. Et l'objectif sera de renvoyer une réponse. Donc là, vous adaptez en fonction du framework que vous utilisez. Donc moi, ici, j'utilise Symfony. Donc je vais lui dire que c'est ce type de réponse que l'on va renvoyer. Donc voilà pour la simple interface de notre problème. Maintenant, on va pouvoir passer à l'implémentation. Dans notre cas, le système de puzzle. Donc je vais aller dans le dossier anti-spam, créer un nouveau dossier que je vais appeler puzzle. C'est intéressant de créer des interfaces parce que je peux peut-être demain être amené à changer complètement mon type de CAPTCHA. Et du coup, je pourrais en créer plusieurs et même peut-être swapper entre l'un et l'autre en fonction des besoins. Et ici, je vais aller créer donc une nouvelle classe que je vais appeler Puzzle Challenge. Cette classe, elle va donc implémenter l'interface que j'ai définie qui est la Challenge Interface. Et ensuite, je vais utiliser mon éditeur pour qu'il crée automatiquement les différentes méthodes. On va commencer par la première méthode GenerateKey. Alors l'idée dans notre cas, ça va être de générer le problème et d'associer une clé qui permettra de retrouver justement la solution à notre problème. On a deux solutions pour faire ça. La première, ça serait de créer le problème et ensuite de chiffrer ce problème-là pour le renvoyer à l'utilisateur pour pas qu'il puisse le déchiffrer. L'avantage, c'est que le serveur recevrait cette version chiffrée et pourrait la déchiffrer. Je trouve que cette méthode est intéressante parce qu'elle est stateless, elle n'a pas besoin que vous utilisiez de la session ou de la base de données. L'inconvénient, c'est que ça rend difficile l'invalidation de clés. Donc nous, ici, on va plutôt partir sur une approche en session. Donc on va générer un problème, on va sauvegarder ce problème dans la session et ensuite on pourra le récupérer. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va tester de résoudre le CAPTCHA, je peux invalider les informations vu que je les ai en session. Je vais commencer par me créer quelque chose qui va me permettre d'accéder à la session. Donc je vais me créer une nouvelle fonction que je vais mettre en privé, qui va s'appeler getSession et qui permettra justement de récupérer la session. Alors là, c'est spécifique à mon framework, mais dans le cadre de Symfony, on a une session interface. Alors le problème, c'est que Symfony ne nous permet pas de faire de l'injection pour le système de session. Donc je vais aller dans le constructeur, lui dire j'ai besoin d'un objet qui s'appelle la request stack. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui sera en privé et en read-only. Et ensuite, à ce niveau-là, lorsque j'ai besoin de la session, je peux lui demander de retourner this request stack get main request et je vais depuis cette requête récupérer la session. Vous adaptez, si vous utilisez Laravel, vous pouvez normalement injecter la session directement dans le constructeur, c'est bien plus simple. Au niveau de mon GenerateKey, je vais pouvoir donc récupérer la session en faisant un session égale this getSession. Comme ça, je l'ai pour le reste de mon exécution. Ensuite, je vais générer une clé. Alors cette clé, elle va être très simple dans mon cas. Ça va être tout simplement la date du jour. Ensuite, je vais avoir besoin de générer mon problème. Donc dans mon cas, dans le cadre du puzzle, l'idée c'est de générer aléatoirement une position dans le puzzle. Et ensuite, l'utilisateur devra placer la pièce du puzzle au bon endroit. Donc il va me falloir quelques constantes qui vont définir le cadre de travail, notamment la taille de mon puzzle et la taille de la pièce. Je vais mettre ces constantes en public parce que je pourrais en avoir besoin depuis l'extérieur. Donc on va avoir une première constante width et je choisis que mon puzzle fasse 350 pixels. Je vais avoir une autre constante que je vais appeler 8 et qui aura comme valeur 200. Donc mon puzzle sera en 350 par 200. Je vais aussi sauvegarder la taille de notre pièce de puzzle. Alors là, on pourrait avoir quelque chose de dynamique, mais dans mon cas, toutes les pièces de puzzle, elles auront toujours une largeur de 80 et une hauteur de 50. Maintenant, quand je génère la position, on va s'imaginer que je génère la position du coin haut gauche de ma pièce. Donc ce coin, il ne va pas de 0 à 350, mais il va aller de 0 à 350 moins la taille du puzzle. Donc à ce niveau-là, pour la valeur en x, je vais faire un mtrand qui permet de générer un nombre aléatoire. Je lui dis d'aller entre 0
est la largeur de mon puzzle moins la largeur de la pièce de mon puzzle. Pour la hauteur, je fais la même chose, je génère un nombre aléatoire entre 0 et la hauteur de mon puzzle moins la hauteur de ma pièce de puzzle. Maintenant que j'ai ce nombre aléatoire, je vais pouvoir sauvegarder cette nouvelle version dans la session. Par contre, vu que l'utilisateur peut potentiellement charger plusieurs formulaires dans différents onglets, on va sauvegarder en session plusieurs puzzles. Donc plutôt que de sauvegarder simplement la clé et la valeur associée, on va avoir un tableau de puzzle. Donc on va faire puzzles et on va faire un session et on va récupérer en session ce que l'on a pour la clé puzzles. Et par défaut, si ça n'existe pas, on va mettre un tableau vide. Ensuite, je peux lui demander donc dans mes puzzles de rajouter un nouvel élément. Et ça va être un élément qui va contenir la clé. Donc nous, notre clé, on avait dit que c'était la date du jour. Et ensuite, notre solution attendue. Donc on va l'appeler solution. Et ça va être donc un tableau qui contiendra la valeur en x et la valeur en y. Voilà. Une fois qu'on a ce puzzle de générer, on va demander au niveau de la session de faire un set et d'aller mettre pour la clé puzzles notre nouveau puzzle. Ce qu'on va faire, c'est peut-être se créer une constante ici, alors qui va être privée parce que je n'en aurai pas besoin depuis l'extérieur, mais qui va s'appeler sessionKey pour éviter la répétition. Et on va mettre puzzles. Et ensuite, comme ça, on peut utiliser cette clé-là à ce niveau-là et ce niveau-là. Petit détail, si jamais l'utilisateur charge 200 fois la page, on va générer 200 puzzles. Moi, je me dis que ça serait intéressant de peut-être limiter pour pas que la session grandisse de manière complètement démesurée. Donc à ce niveau-là, je vais lui demander de faire un array underscore slice. Je prends le tableau de mes puzzles et je lui demande d'avoir une taille entre 0 et 10. Enfin, je commence à l'élément 0 et j'en prends 10. Voilà. Et à la fin, je retourne donc une chaîne de caractères qui représente la clé. Donc je retourne $no, qui est un nombre, mais il sera automatiquement casté sous forme de chaîne de caractères. Voilà. Donc là, on a notre méthode qui permet de générer la clé. Le principe est simple, on génère une position en x et en y aléatoire, on génère une clé et on sauvegarde ça en session. Donc vous pouvez adapter quel que soit le framework que vous utilisez. Donc ensuite, on va avoir la méthode verify, mais on va d'abord commencer par la méthode getAnswer. L'objectif, c'est de récupérer la réponse à partir d'une clé. Nous, dans notre cas, on peut ici être plus précis dans notre implémentation. On sait que ça va renvoyer un tableau ou ça va renvoyer nul si on demande la réponse d'un problème qui n'existe pas. Je vais juste rajouter un petit peu de PHP-doc pour préciser ici que mon tableau, ce n'est pas un tableau de n'importe quoi, mais ça va être un tableau d'entier. C'est ce que l'on avait sauvegardé dans la solution à ce niveau-là. Le code de cette fonction va être plutôt simple. On va récupérer nos puzzles depuis la session. Donc on va faire un puzzles égale this getSession. Et depuis la session, on récupère ce qui correspond à notre clé. Et si ça n'existe pas, on va avoir un tableau vide. Ensuite, on va parcourir l'ensemble de nos puzzles que l'on a en session. Donc, on fait un for each puzzle as puzzle. Si au niveau du puzzle, on a une clé qui ne correspond pas à la chaîne de caractères, donc là, dans notre comparaison, on fera bien attention à ce que la clé soit convertie sous forme de chaîne de caractères. Donc, si ça ne correspond pas, on continue. Mais par contre, si ça correspond, on peut retourner au niveau du puzzle la solution. Si jamais on n'a pas trouvé de puzzle qui correspondait à notre clé, on se contente de retourner nul à ce niveau-là. Donc voilà pour la méthode getAnswer, elle est très simple. Elle prend le tableau en session, elle regarde dans le tableau est-ce qu'on a une clé qui correspond. Si c'est le cas, on le renvoie, sinon on renvoie nul. Ok. Alors maintenant, on a la méthode verify. Donc ici, on a une chaîne de caractères qui représente la réponse. Moi, j'avais choisi une chaîne de caractères parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui allait être soumis par un formulaire HTML et donc c'est plus simple. Et on s'imagine que dans notre cas, ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. On aurait la position en X tirée la position en Y. Donc à partir de cette chaîne de caractères, il nous faut générer justement les positions. Vu que c'est quelque chose que je vais avoir besoin de faire peut-être ailleurs, je vais me créer une méthode pour ça. On va créer une méthode publique qui va s'appeler string_to_position. Ça prendra en paramètre une chaîne de caractères qui sera on va l'appeler S, et ça nous renverra un tableau qui sera un tableau d'entier. Du coup, ça sera un tableau d'entier. Et ça, à la limite, pour l'instant, je vais le mettre en privé, on verra si j'en ai besoin depuis l'extérieur. Donc on commence par créer deux parties en faisant un explode et en explosant par le tiret notre chaîne de caractères. Et je précise que la taille maximale sera de 2.
Si au niveau du nombre d'éléments que je trouve, on a un nombre d'éléments qui est différent de 2, c'est qu'on est dans une situation où on ne sait pas trop quoi faire. Donc dans ce cas-là, je vais retourner moins 1 et moins 1. Je veux toujours retourner un tableau d'entier, ça m'évitera ensuite de devoir mettre des conditions. Dans le cas où ça a bien fonctionné, je vais lui demander de retourner la valeur entière de la première partie de notre chaîne et ensuite la valeur entière de la seconde partie de notre chaîne. Voilà. Bon, j'aurais pu faire un code différent, hein. Là c'est vraiment pour simplement obtenir notre position. Donc maintenant dans cette fonction verify, on peut obtenir déjà ce que l'on attendait. On va appeler ça expected et on va lui dire de faire un this et on récupère l'answer, la réponse qui correspond à la clé de notre captcha. Ensuite, on va créer une variable got qui va représenter ce que l'on a obtenu. Et on va lui demander d'utiliser la méthode string to position de la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. Donc là, on a un tableau de taille 2 avec la position en X et en Y attendue. Et là, on a un tableau de taille 2 avec la position en X et en Y obtenue. On va considérer la réponse comme correcte si les deux valeurs correspondent. On pourra juste mettre en place une petite chose, c'est que dans le cadre d'un puzzle, on n'est pas sûr que l'utilisateur y mette le puzzle exactement à la bonne position. Donc on va rajouter une constante qui va être la précision, c'est-à-dire de combien de pixels on autorise un décalage. Donc à ce niveau-là, je vais faire une nouvelle propriété privée que je vais appeler précision. Et là, je vais préciser que on autorise 2 ou 3 pixels. À vous de voir, là vous adaptez en fonction des cas d'usage. Si vous voyez que vos utilisateurs galèrent trop, vous augmentez la portée. Maintenant, ici, il faut que je fasse un return. Est-ce que la valeur absolue de $expected 0, donc la position en X de 0, moins la position obtenue, si c'est inférieur ou égal à self de point précision, donc ça veut dire que la différence de pixels entre ce qu'on a obtenu et ce que l'on attendait est en dessous de la précision, on est correct. Et de la même manière, il faut que la valeur absolue en Y soit inférieure aussi à la précision. Donc je peux reprendre le même code, mais en utilisant cette fois-ci la valeur en Y. Et là, ça nous permet de retourner un booléen. Alors peut-être un petit détail, c'est que là, l'utilisateur a fait le test, mais il va falloir retirer de la session ce puzzle-là, parce que sinon il va pouvoir le retester encore et encore jusqu'à trouver la solution. Du coup, quelqu'un qui brute force un peu les choses va y arriver. De la même manière, lorsque l'on récupère ici l'answer, on ne récupère pas nécessairement un tableau, on peut récupérer nul, parce que par exemple la clé n'existe pas. Donc déjà, on va mettre une première condition ici en disant que si on n'a pas de valeur attendue, on peut retourner false, c'est qu'on essaie de résoudre un problème qui n'existe pas. À ce niveau-là ensuite, on va supprimer le puzzle depuis la session. Donc je vais récupérer ma session en faisant un $session égale this getSession. OK. Je vais récupérer la liste des puzzles en faisant un session get et on récupère ce que l'on a dans notre session. Et ensuite, je vais lui demander au niveau de la session de rajouter pour ma clé le même tableau, mais dans ce tableau-là, je vais filtrer pour retirer le puzzle en question. Donc on va utiliser la fonction ArrayFilter. Je lui passe en premier paramètre ma liste de puzzles et je vais lui passer une fonction qui recevra en paramètre un puzzle en particulier et qui retournera tous les puzzles sauf celui qui a la clé qui correspond. Donc il faut que la clé de mon puzzle soit différente de la clé que je reçois en paramètre ici. Voilà, c'est un simple ArrayFilter ici. Bon, après, c'est vrai que la syntaxe n'aide pas forcément à bien comprendre les choses. D'où le petit commentaire. Pensez à commenter votre code, même si je ne l'ai pas fait depuis le début, n'hésitez pas vous à en rajouter pour bien expliquer les choses. Ok, donc là on a notre implémentation de notre challenge qui permet de générer une clé et qui va permettre ensuite de résoudre le problème. Faisons un petit essai tout de suite. Je vais aller dans mon contrôleur, donc moi c'est le contrôleur qui permet de m'inscrire, le Registration Controller, qui à l'heure actuelle ressemble à ça. On a un formulaire d'inscription, on aimerait bien en dessous mettre le CAPTCHA. Donc au niveau de ce contrôleur-là, je vais pouvoir injecter mon interface, donc qui est le challenge interface. Et on va l'appeler ça challenge. À ce niveau-là, je vais lui demander de générer une clé et je vais la débugger. Donc je lui demande de faire un generate key. Si je réactualise ma page, j'obtiens cette clé-là. Dans le cadre de Symfony, il a automatiquement injecté le service qui correspond à cette interface, parce qu'il a détecté qu'il n'y a qu'une classe qui implémente cette interface. Mais suivant le framework et suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ce service-là. On voit ici qu'il génère une clé. Maintenant, testons
à partir de cette clé, est-ce qu'on obtient la solution? Donc je lui dis, au niveau de challenge, j'aimerais bien obtenir la solution qui est attendue. Donc on va faire un get answer et on va lui passer la clé. Je réactualise et ça me donne bien la position en X et en Y attendue. Alors imaginons qu'on a besoin maintenant de vérifier que ce qui a été rentré par l'utilisateur est correct. Donc je vais lui dire à ce niveau-là, ok, j'ai bien ma solution. Et j'aimerais bien vérifier que ma solution est correcte. Je vais te passer en premier paramètre la clé et une fausse solution, par exemple 0, 0. Est-ce que tu estimes que c'est juste ou non? Là, il me dit que c'est faux. Ok. Imaginons maintenant, moi je t'envoie avec un petit implode la solution que j'ai générée au-dessus, donc qui correspond effectivement à la clé. Il me renvoie bien true. Ok, au premier abord, mon interface a l'air de fonctionner. Je me dis juste un petit détail, c'est que cette interface, j'ai appelé la méthode getAnswer. Je me dis que ça serait mieux peut-être de l'appeler getSolution. Answer, ça serait la réponse faite par l'utilisateur et solution, ça serait la solution qui est attendue. Ouais, je trouve qu'en termes de terminologie, c'est un petit peu plus correct. Et je renomme ça aussi dans mon implémentation. Ok. Donc là, on est bon. Après, on verra comment implémenter ça au niveau de notre page HTML. Et on va attaquer la deuxième partie qui est justement le générateur, ce qui va permettre de générer notre CAPTCHA. Dans notre cas, notre petite image avec la pièce de puzzle. Donc pareil, comme je l'ai fait pour le Puzzle Challenge, je vais aller créer une nouvelle classe que je vais appeler Puzzle Generator. Cette classe va implémenter la Challenge Generator et ensuite je vais demander à mon éditeur de rajouter les méthodes qui sont nécessaires. Ce puzzle va recevoir une chaîne de caractères qui représente la clé de notre challenge et à partir de cette clé, il faudra la solution pour savoir où placer la pièce. Donc tout de suite, dans le constructeur de cette classe-là, je vais lui dire je vais avoir besoin du Puzzle Challenge. Je ne vais pas forcément lui injecter ici l'interface parce que ce générateur ne pourra fonctionner de toute façon que pour le problème du puzzle. Et en plus, j'ai besoin de savoir que je vais récupérer une position. Donc là, c'est l'implémentation qui m'intéresse. Donc je vais injecter le challenge. Et ça, on le mettra en privé et en read-only. Maintenant, à ce niveau-là, je peux récupérer la position attendue en faisant un this challenge get solution de la clé. Ça, on avait vu que ça pouvait ne pas forcément renvoyer un tableau, donc if différent de position, par exemple si c'est nul, on lui demandera de retourner une nouvelle réponse, on mettra rien à l'intérieur et on mettra un statut 404. On renvoie une 404 parce que là, on essaie d'avoir une image pour un problème qui n'existe pas. Et dans le cas contraire, on retournera une nouvelle réponse qui dira simplement bonjour. En tout cas, c'est juste pour tester pour l'instant. Et on renverra ça en 200. OK. Alors, histoire de voir un peu ce que ça va donner, on va devoir câbler ça quelque part. Donc, dans le cadre de Symfony, moi, je vais créer un nouveau contrôleur ici. Et on va l'appeler le CAPTCHA contrôleur. À ce niveau-là, je vais étendre, donc là, c'est spécifique à mon framework. Et ensuite, je vais créer ma méthode que je vais appeler CAPTCHA. Je vais définir la route qui est associée pour pouvoir y accéder via une URL. Hop. Donc, dans le cadre de Symfony, on utilise des systèmes d'attributs, mais vous adaptez en fonction de votre framework. Et à ce niveau-là, je vais injecter l'objet request qui va me permettre de récupérer des informations sur la requête. On verra ça un petit peu plus tard. Et surtout, je vais aussi injecter mon système de challenge. Donc là, je vais injecter l'interface cette fois-ci qui est le challenge generator. Et pendant mes tests, je vais aussi avoir besoin de la challenge interface qui va me permettre de générer justement un faux challenge. Donc je commence par générer une clé grâce à mon interface. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser cette clé pour, dans mon générateur, lui demander de générer un problème qui correspond à la clé. Plus tard, la clé sera passée dans l'URL. Mais là, en tout cas, pour notre phase de test, on fait ça comme ça. Et ça va renvoyer donc une réponse. Donc je me rends au niveau de mon URL sur /captcha. Et je m'attends à obtenir bonjour ou oui, juste bonjour. OK. Alors ça, on va le mettre sur la même, sur le même écran parce qu'on va devoir pas mal itérer à ce niveau-là. Donc nous, dans notre cas, au niveau de ce générateur, on va vouloir générer une image qui contient le puzzle avec le fond. Donc on va avoir besoin de petits assets pour commencer. Je les ai déjà préparés ici. On va avoir un fond et ensuite une petite pièce de puzzle. Ça, je vais le mettre directement dans le même dossier. Là, vous pouvez faire différemment, mais vu que ça va être des ressources que je vais charger, je m'autorise ici. Je sais que ça ne fera pas forcément l'unanimité à les mettre à ce niveau-là.
Vous pouvez évidemment générer plusieurs PNG de fond, vous pouvez générer des pièces qui vont avoir des formes différentes. Là après, c'est à vous d'être un petit peu créatif. Nous on part vraiment du concept de base, mais vous pouvez développer par-dessus. Ensuite, on aura aussi besoin d'une librairie pour travailler et générer cette image-là. Alors on pourrait directement utiliser GD, mais ça peut être un petit peu compliqué, donc on va utiliser intervention. Par contre, petite précision, je vais ici utiliser la version 2. Parce que je vais avoir besoin d'une fonction particulière qui est la fonction masque qui va me permettre d'utiliser la pièce de puzzle comme masque. Et malheureusement, dans la version 3 qu'ils ont mis à jour, il n'y a à l'heure actuelle pas cette fonction-là. Donc en attendant, je vais utiliser la version 2 de cette librairie-là. Donc on est à l'heure actuelle à la 2.7.2. Donc je vais lui demander de faire un composer, require, intervention image, et je vais lui demander d'utiliser la version 2.7.2. Et on va mettre un prérequis comme ça. Impeccable. Donc je reviens dans mon générateur qui est à ce niveau-là et on est parti. Donc premièrement, je vais récupérer la position et en X et en Y dans deux nouvelles variables. Je sais que c'est un tableau de taille 2 donc je peux faire ça. Ensuite, je vais aussi sauvegarder le chemin vers notre background. Donc on va appeler ça background path et je vais utiliser la fonction sprintf et lui dire prends le chemin du dossier courant. Donc ça sera le dossier puzzle et cherche captcha1.png. captcha1.png. Et du coup, je vais remplacer cette chaîne de caractères par le dossier courant. Pour la pièce de puzzle, je fais la même chose. Je vais créer une variable que je vais appeler piece, path, et je vais lui demander d'aller charger le fichier piece.png. Donc le fichier captcha1.png fait 350 par 200 comme on avait convenu, et la pièce de puzzle fait 80 par 20. OK. Ensuite, on va utiliser intervention. Donc dans le cadre d'intervention, dans la version 2, on commence par créer un manager en créant une nouvelle instance du image manager. Dans ce manager, on peut choisir le driver à utiliser. Moi, dans mon cas, je n'ai pas Imagic d'installer, donc on va utiliser GD. Cette partie-là, vous allez l'adapter. Si vous voulez aussi utiliser d'autres librairies, n'hésitez pas. C'est juste un exemple ici. Moi, j'ai choisi cette librairie-là parce que c'est la plus simple. Ensuite, je vais créer mon image. En utilisant mon manager, je vais lui demander de générer une image à partir du chemin du fichier background path. Une fois qu'on a cette image, on peut renvoyer une réponse grâce à la méthode response. Et on lui précise le format à utiliser. Moi, je vais renvoyer un PNG. Donc à ce niveau-là, je peux faire un return comme ceci. Je réactualise la page et ça me donne mon image originale. Pour l'instant, qui n'est pas altérée. Premier élément que je veux mettre en place, c'est le trou de la pièce de puzzle. Donc globalement, il va falloir que je prenne ce PNG-là et que je le mette par-dessus mon image à la position indiquée. Ça, c'est pas forcément la partie la plus compliquée. Je commence par créer, un peu comme je l'ai fait pour mon image via le manager, voilà, une nouvelle image avec intervention. Et je prends cette fois-ci le chemin de ma pièce de puzzle. Ensuite, sur mon image, je vais lui demander d'insérer donc ma pièce de puzzle. Je vais ensuite préciser en second paramètre le point de référence. Donc on va mettre ici top left. En second paramètre, la position en X. Et en troisième paramètre, la position en Y. Si je fais ça et que je réactualise ma page, j'obtiens une page d'erreur 404. Alors dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été un petit peu bête dans ma manière de couper le tableau. Si je reviens dans ma partie Puzzle Challenge, à ce niveau-là, je lui demandais de ne garder que les 10 premiers éléments. Donc le problème, c'est qu'il va toujours garder les 10 premiers éléments, alors que je rajoute mon élément à la fin du tableau. Donc là, il faut que je fasse quelque chose de différent. Il faut que je lui dise, prends plutôt les 10 derniers éléments. Donc part de l'élément en l'index -10 et va sur les éléments suivants. Si je réactualise, voilà, là ça fonctionne bien et on voit que notre pièce de puzzle est placée au bon endroit. Maintenant, il va me falloir générer la même chose, mais en inversé, c'est-à-dire une pièce de puzzle qui contient en fond l'image. Alors pour éviter de générer deux images différentes, moi je me dis que je vais faire quelque chose comme ça. Je vais rajouter de l'espace à droite et je vais mettre ma pièce de puzzle à ce niveau-là. Donc je vais avoir besoin de deux instances de ma pièce de puzzle. Donc au niveau de mon puzzle generator, je vais à ce niveau-là créer un clone de cet objet-là qu'on va appeler trou. Et je vais lui demander de faire un clone de la pièce. Comme ça, j'ai à la fois la pièce de puzzle et aussi le trou. Pour le trou, je vais lui demander de changer l'opacité et on va passer sur une opacité à 60%. Et ensuite, c'est le trou que je rajoute en top left. Si je réactualise, ça me donne une pièce de puzzle qui est un petit peu plus opaque et qui laisse passer l'image derrière. Après, avant d'insérer l'image, je vais demander de resize le canevas, donc de rajouter de l'espace à droite. Donc je fais la méthode resize canvas. Je vais lui dire au niveau de la position en X, je veux que tu rajoutes
et c'est pour ça que j'avais besoin de rendre ces propriétés publiques, la largeur de la pièce de puzzle. En Y, je ne rajoute pas de hauteur. Je vais lui dire de commencer par l'axe gauche. On va mettre trou, ça permet de dire je ne te donne pas ici les anciennes dimensions, mais je te donne l'ajout que je veux faire en pixels. Donc sinon, il faudrait lui dire, en fait, la nouvelle dimension, ça serait la largeur plus la largeur de la pièce de puzzle. Donc je trouve que c'est un peu plus simple si on met trou ici. Et un dernier paramètre, c'est la couleur de remplissage. Nous, on veut du transparent, donc je vais mettre en RGBA 0, 0, 0 et 0. Si je réactualise ma page, on voit que notre image va être légèrement décalée. On a le fond gris qui nous indique de la transparence et on a l'espace à droite. Donc maintenant, je peux lui dire à ce niveau-là, je veux que tu insères la pièce de puzzle. Tu vas l'insérer par rapport au coin en haut à droite et je ne laisse aucune position en X et en Y. Comme ça, il le mettra par défaut à ce niveau-là. Ça commence à prendre forme, mais maintenant sur ma pièce de puzzle, il faut que j'imprime le motif qui était normalement à ce niveau-là. Donc pour cela, je prends ma pièce de puzzle et je vais lui demander d'insérer mon image. Si je fais ça, on va avoir un petit carré qui représente notre image. Le truc, c'est qu'il va falloir l'insérer à une position particulière, donc je vais lui dire top left, et cette fois-ci on fera moins X et moins Y. L'inconvénient, c'est qu'on obtient ici quelque chose qui correspond bien à la zone où est normalement notre pièce de puzzle, mais malheureusement, on veut que ça soit découpé. Et c'est là où intervient la fonction mask. On va pouvoir lui passer la méthode mask et on lui donne une source. Donc moi je lui dis prends le trou. Et en fait il va utiliser le channel alpha, donc c'est pour ça qu'on va mettre en second paramètre trou, pour dire tout ce qui est transparent sur l'image originale sera transparent sur l'image finale. Et pour que ça ne crée pas de problème, je changerai l'opacité de la pièce de puzzle plus tard. Je le mettrai ici. Comme ça j'ai vraiment la pièce de puzzle sans opacité au premier abord. Donc si je réactualise la page, ça me donne ça. On voit que maintenant on a notre pièce de puzzle qui est bien découpée. Donc il utilise le masque qui correspond à notre image, ici, et ça fonctionne correctement. Ok, donc le dernier truc qui nous reste à faire, c'est de changer notre contrôleur maintenant. Et nous, on s'imagine que dans la réalité, on recevrait un point d'interrogation, challenge, et une clé qui correspondrait à notre challenge. Donc à ce niveau-là, je vais aller modifier mon contrôleur. C'était le CAPTCHA contrôleur. J'enlève la partie où je générais la clé en amont. Et à ce niveau-là, je lui demande de faire un request query get challenge. Et si je n'ai rien, je lui renvoie une chaîne de caractères vide qu'il traitera par une erreur 404 par défaut. Donc si je réactualise, j'obtiens une page d'erreur 404. Donc je vais maintenant revenir à mon formulaire d'inscription. Pour l'instant, on va faire les choses à la main, mais plus tard, on va voir l'intégration dans le framework. Mais là, vu que je veux rendre le code le plus générique possible, pour l'instant, on va générer la clé au niveau de notre contrôleur et l'envoyer à notre vue. Donc au niveau de notre registration controller, je vais à ce niveau-là générer une clé. Donc je vais utiliser le challenge interface. Et au niveau de ma vue, je vais lui envoyer la clé. On va appeler ça challenge. Et à ce niveau-là, on lui dira utilise notre objet challenge et génère une clé. Au niveau de mon register.html.twig, je vais ici utiliser les custom elements. Ça me semble le truc le plus simple. Donc avant notre bouton soumettre, on va créer un puzzle-captcha. On va lui passer la clé. Donc la clé, ça sera ce que l'on a envoyé. Donc nous, c'est challenge. Ou à la limite, on va l'appeler challenge. Voilà. Et pour l'instant, on va fermer. Je me dis que ça va être aussi intéressant de peut-être pouvoir paramétrer les dimensions. Donc ici, on mettra width égale 350. On lui donnera la hauteur, c'était 200. Et on lui donnera la piece-width, c'était 80. Et la piece-8, qui était du coup 50. On verra plus tard comment injecter ça depuis le contrôleur, mais pour l'instant, on se contente de faire ça. Alors là, il me sort une petite erreur parce qu'effectivement, on n'est pas sur Blade. Je confonds Blade de Laravel et Twig. Il n'y a pas de $ dans le cadre de Symfony. Et maintenant, dans mon code source, j'ai bien mon CAPTCHA qui est créé et qui se trouve à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir créer maintenant le code JavaScript qui va permettre de faire en sorte que ce CAPTCHA soit visible. Et on va utiliser pour cela les custom elements. Donc dans le cadre de Symfony, on a un dossier assets. Je crois que c'est un peu la même chose dans le cadre de Laravel. Et j'ai un fichier JavaScript.
Pour séparer, je vais importer dans un fichier que je vais appeler captcha.js. Et je vais aller créer ce fichier-là. Donc je vais aller créer un nouveau fichier, captcha.js. Donc notre objectif, c'est de créer un custom element qui va s'appeler puzzle-captcha. Donc je vais créer une classe puzzle-captcha qui va étendre d'un HTML element. Et cette classe-là, elle va avoir une fonction connected callback qui sera lancée lorsque l'élément rentrera dans le DOM. Et je définis mon custom element en faisant un custom element.define. Je lui donne un nom, c'est le nom ici de ma balise, captcha. Et je lui donne en second paramètre, donc la classe, puzzle-captcha. Première chose que je vais faire pour pouvoir le cibler un petit peu plus facilement par la suite, c'est lui donner une classe CSS. Donc ici, je vais faire un this.classlist.add et on va simplement l'appeler captcha. Si je réactualise ma page, j'ai bien la classe qui est mise à ce niveau-là et en CSS, je vais pouvoir faire des traitements. Donc directement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cadre qui permet d'avoir l'espace lié à mon captcha. Je cible la classe captcha. Je vais mettre un display block, une bordure de 2 pixels et je vais utiliser la couleur. Alors là, je suis sur Bootstrap, donc on mettra bs-border-color. Et je vais lui donner une largeur de 350 et une hauteur de 200. Si je réactualise ma page, ça me donne bien notre espace. Mais je me dis que c'est dommage parce que la largeur et la hauteur, c'est quelque chose que j'ai depuis les attributs. Donc autant utiliser ça. Donc dans mon JavaScript, je vais créer une constante que je vais appeler width et je vais lui demander de faire un this.getAttribute width. Alors le problème, c'est que ça me donne une chaîne de caractères, ce truc-là. Donc on va faire un parseInt et on va lui demander la valeur en base 10. Et je vais faire la même chose avec les autres valeurs. Donc ici, je vais les changer pour avoir la hauteur. Ici, je vais lui demander de récupérer l'attribut piece-width. Ici, piece-8. Voilà, donc là, ça sera piece-width et piece-8. Une fois que j'ai ces différentes variables, je vais les envoyer sous forme de variables CSS. Donc, je vais faire un this.style.setProperty. Et je vais lui dire de créer une propriété -width. Et ici, je récupérerai, alors on va mettre des backticks pour aller un tout petit peu plus vite, la largeur, width, et je rajoute pixel. Et je fais la même chose pour les autres valeurs. Alors j'aurais pu faire une boucle, moi j'aime bien être un petit peu explicite ici, et c'est pas si compliqué que ça. Mais si vous avez beaucoup de variables, ça peut être intéressant de faire ça de manière un petit peu plus dynamique. Ok, ce qui veut dire que maintenant, dans mon CSS, je vais pouvoir lui dire, à ce niveau-là, je veux que tu utilises la variable width. Et à ce niveau-là, je veux que tu utilises la variable 8. Et ça va bien fonctionner. Il me manque juste une dernière petite variable qui est une variable qui contiendra l'URL de mon image. Donc là, encore une fois, on va le faire directement dans notre vue, donc dans notre register.html.twig. En plus du paramètre donc challenge, width et autres, je vais rajouter un nouveau paramètre src qui va contenir le chemin vers notre image. Ça veut dire que ma route qui contient les captcha, donc dans mon captcha contrôleur, je vais lui donner un nom pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc on va mettre name et on va l'appeler captcha. Côté register.html.twig, je vais rajouter un attribut src et je vais lui demander ici de générer le chemin vers captcha et je vais te passer le challenge et le challenge c'est la clé. Ce qui veut dire que je n'ai pas vraiment besoin de ça. Voilà, c'est mieux de lui passer simplement l'URL de l'image à générer. Je vais revenir dans mon JavaScript et à ce niveau-là, je vais pouvoir ajouter une propriété supplémentaire. On va l'appeler image et cette propriété, ça sera un getAttribute et on récupère l'attribut src. Alors par contre, je ne crois pas qu'on puisse passer simplement une URL. Donc dans ce cas-là, on va mettre URL entre parenthèses. Si je réactualise, j'ai cette propriété donc, qui sera passée. Elle est à ce niveau-là. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans mon CSS. Au niveau de mon captcha, je vais lui préciser que le background que je souhaite utiliser sera la variable URL. Ou en tout cas, moi je l'avais appelé image plutôt. Et là, ça me permettra d'avoir en fond de mon système mon petit raton laveur. Impeccable. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est maintenant avoir la pièce de puzzle par-dessus. Donc on va devoir créer un nouvel élément à l'intérieur de ce captcha. Donc dans mon JavaScript, dès la construction, je vais aller créer ce nouvel élément. Donc je vais ici créer une variable piece et je vais lui demander de faire un nouvel élément qui sera une div.
Sur cette div-là, je vais rajouter une classe supplémentaire qui sera la classe captcha-piece. Et enfin, je rajoute cet élément-là à mon custom element. Donc je fais un this.appendChild et j'ajoute la pièce. Le CSS associé est plutôt simple. On va faire cet élément-là, il sera en position absolue, en top 0, left 0, et on lui donne comme largeur la variable piece-width, ce qu'on avait créé. Alors je ne sais plus si on l'avait appelé en majuscule ou pas. Ouais, hop, on avait fait ça différemment. Donc c'était piece-width, et la hauteur, ça sera piece-height. Et au niveau du background, on pourra aussi utiliser l'image. Sauf que cette image-là, on ne va pas la positionner directement comme ça, on va la positionner en top right. Ce qui nous permettra de ne prendre que la partie pièce de puzzle. Je réactualise ma page encore une fois, et on voit qu'on a cette pièce de puzzle qui vient se placer là-haut. Donc on va mettre ça en position relative pour que ça soit le point de référence pour notre pièce. Donc il ne nous reste plus qu'à faire la partie drag and drop. Juste peut-être avant, au niveau de notre CSS, on peut rajouter ici un touch action à none, ce qui permet, lorsque l'utilisateur va appuyer, notamment sur mobile, lorsqu'il va vouloir faire le drag and drop, c'est-à-dire lorsqu'il est dans cette zone de puzzle, avec son doigt, de ne pas scroller la page. Donc là, il faudra faire des tests parce que je sais que tous les téléphones réagissent différemment. Donc le principal problème qu'on va avoir, c'est que quand l'utilisateur va faire du drag and drop, surtout sur mobile, il faut faire en sorte que l'événement ne bubble pas pour ne pas déclencher un scroll ou autre. Donc faites attention à ça, faites des tests. Là, moi, j'ai malheureusement qu'un Android et cette propriété CSS suffit. Mais peut-être dans le cas de l'iPhone, c'est un petit peu différent. Ok, donc on revient à notre JavaScript. Donc à ce niveau-là, on va venir écouter des événements. Alors peut-être un petit détail que je peux déjà anticiper, c'est que l'utilisateur peut cliquer ici. Donc là, il a le pointeur, il est appuyé. Il va bouger son curseur et il pourrait le bouger en dehors et relâcher en dehors. Donc on ne va pas simplement écouter ici le mouse move sur notre pièce de puzzle. On va devoir peut-être écouter un petit peu plus large. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est on commence un clic ici. Donc on va écouter le pointer down sur la pièce de puzzle. Mais par contre, on va écouter le pointer up sur carrément tout le body pour détecter quand est-ce qu'il vient de lâcher. Donc on va créer un premier booléen qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on est en train de draguer. Donc on va l'appeler isDragging et par défaut il est à false. Hop, on va mettre un G en plus ici. Maintenant on va sur notre pièce de puzzle rajouter un listener qui est pointer down. Donc ça c'est dès lors qu'on a un clic. Et lorsqu'on a un clic, on va prendre l'événement et tout de suite on va faire un isDragging à true. Et en plus de ça, on va rajouter un listener sur le body, directement carrément sur toute notre page. Là, on va carrément même le faire sur Windows. Et on va faire un pointer up. On va écouter quand est-ce que l'utilisateur lâche le curseur. Lorsqu'il lâche le curseur, on pourra lui dire, à ce niveau-là, on a un isDragging qui passera à false. Petite particularité, cet événement-là ne pourra être déclenché qu'une seule fois. Donc en troisième paramètre, on mettra un once à true. C'est très important, ça nous permet déjà d'avoir l'architecture générale. Côté CSS, je peux déjà toggler un truc en particulier, c'est que lorsque je clique ici, si je bouge, on voit que ça sélectionne du texte. Ça, il va falloir le désactiver lorsqu'on est en train de faire un drag and drop. Donc lorsqu'on fait un pointer down sur la pièce de puzzle, je vais lui dire au niveau du body, j'aimerais bien que tu rajoutes dans le style une nouvelle propriété qui s'appelle user select. Et je veux que tu passes ça à none. Ça va complètement désactiver la possibilité de sélectionner du texte. Et ensuite, lorsque on relâche la souris, tu peux supprimer cette propriété. Comme ça, on peut resélectionner du texte à la fin. On fait un petit essai, je clique sur ma pièce de puzzle, je bouge mon curseur et on voit que je ne sélectionne ici plus de texte. Impeccable. Maintenant, je vais pouvoir déplacer ma pièce. Il va me falloir une variable qui me permet de sauvegarder la position de la pièce. Donc on va faire un position égale x0, y0. Maintenant, lorsque je déplace l'élément, je vais faire un position.x plus égal et je rajoute la valeur du mouvement de x de ma souris. Pareil pour la valeur en y, position.y et je rajoute le mouvement en y de ma souris. Et ensuite, je peux prendre ma pièce de puzzle et rajouter du style et on va notamment rajouter une propriété transform et lui dire à ce niveau-là, hop. D'ailleurs, on peut même faire set property. Et ici, je change la propriété transform et on va faire une transformation CSS. On va lui demander de faire un translate. On mettra la position en X.
en pixels, virgule, la position en Y en pixels. On essaie un petit coup, hop, je bouge ma pièce de puzzle et ça fonctionne bien. Par contre, on voit qu'il y a des trucs un peu bizarres, je peux bouger la pièce de puzzle en dehors de la zone. Ça, il faudrait le limiter. Pour cela, je vais me créer une fonction. Alors ça, c'est une fonction mathématique que vous allez vraiment retrouver dans de nombreux projets, qui est une fonction qui va s'appeler clamp. Cette fonction, elle va prendre en paramètre une valeur et elle permettra de contraindre cette valeur entre le min et le max. Et là, on utilise une petite astuce mathématique. Donc, on va lui dire de faire un min de mat.max de n, min, et ensuite on prend le max. Donc ça fait beaucoup de choses. Si vous avez déjà vu cette fonction, vous comprenez comment elle fonctionne, mais sinon, pour vous expliquer, on prend le max entre la valeur et le minimum. Ce qui permet, par exemple, si on a moins 3 ici, de se contraindre à 0. Et ensuite, on prend le minimum entre la valeur maximale attendue et la valeur. Donc si on a 2 millions et que nous, on lui a dit que le max, il était à 200, vu qu'il prendra le minimum, ça mettra 200. Et de manière logique, cette fonction-là, cette combinaison de ces deux fonctions, permet de clamper une valeur. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire, ne fais pas un plus égal, mais fais un clamp. La valeur de la position, ça sera position.x plus le mouvement. Et cette valeur-là, elle peut aller entre 0, parce qu'on ne peut pas sortir par la gauche, et elle ira jusqu'à la largeur de notre puzzle moins la largeur de notre pièce. Et on fait la même chose en y. Donc on lui demande de faire la position en y plus e.movement y. La valeur, elle va au minimum à 0, et au maximum, ça sera la hauteur de notre puzzle moins la hauteur d'une pièce de puzzle. Et dans ce cas-là, si je refais une petite actualisation et que je bouge ma pièce, elle va se trouver contrainte. Ce que je peux faire aussi, c'est dès le démarrage, plutôt que d'avoir une position en X et en Y qui est comme ça, avoir une position en X et en Y qui est aléatoire. Alors je vais me créer une fonction pour avoir un nombre aléatoire. Bon, ça en général, c'est quelque chose que je mets dans un dossier différent. Mais je fais une fonction random number between et on lui précise le min et le max. Et à ce niveau-là, je lui demande de faire un return de mat.floor, de mat.random, et je multiplie ça par max moins min, plus 1 parce que je veux aller jusqu'au max, et plus min. Donc encore une fois, ce sont des fonctions qui retournent un peu la tête la première fois qu'on les voit, mais c'est vraiment les fonctions un petit peu de base qu'on utilise très souvent dans ce genre de situation. Et là, je vais lui demander de générer un nombre aléatoire. Alors le minimum, ça sera 0 à la fois en x et en y, et le maximum, c'est exactement ce que j'ai mis à ce niveau-là. Vu que je me répète peut-être 2 fois, je vais créer ça dans des variables. On va l'appeler maxx, et on va créer une autre variable maxy. Comme ça, au moins, je n'ai pas besoin de me répéter 2 fois. Et à ce niveau-là, on lui dira, tu peux aller jusqu'à la valeur maximale en x, et à ce niveau-là, tu peux aller jusqu'à la valeur maximale en y. Pour cette partie-là, on fait la même chose, on remplace par max x et max y. Et vu que je choisis de positionner aléatoirement mon élément, je vais appliquer la transformation dès le début, comme ceci. Donc dès que j'actualise la page, ma pièce de puzzle va être à un endroit aléatoire, qui est forcément dans la zone. Le seul petit inconvénient de cette approche-là, c'est qu'on peut avoir une situation où la pièce de puzzle est pile poil dès le début au bon endroit. Ça peut arriver, mais bon, d'un côté, moi je laisse cette possibilité-là, c'est pas gênant. Je fais juste finir par un petit feedback visuel. J'aimerais bien afficher un petit contour parce que la pièce de puzzle ne sera pas forcément ultra visible. Je vais rajouter une petite classe sur mon élément, en plus de la classe ici CAPTCHA. Donc là, je vais carrément faire on va laisser add, et on va l'appeler CAPTCHA Waiting Interaction. Ça veut dire qu'on n'a pas encore cliqué dessus. Lorsque l'on va cliquer dessus, on va supprimer cette classe-là. Donc à ce niveau-là, lorsqu'il y a un pointer down, je vais lui demander au niveau de mon élément de supprimer cette classe. De la même manière, sur notre pièce de puzzle, quand je suis en train de la déplacer, je vais y rajouter une petite classe isMoving. Donc lorsqu'on fait un pointer down sur notre pièce de puzzle, je vais rajouter la classe isMoving. Et lorsqu'on finit de cliquer, je rajoute la classe, je supprime la classe plutôt isMoving. Alors j'ai fait un petit PNG qui ressemble à ça. En fait, c'est le détour de la pièce de puzzle avec un petit effet d'ombragé. Donc on va utiliser ce petit détour-là pour rajouter une petite impression. Donc pour cela, on va utiliser les custom elements. Donc au niveau de mon app.css, pour ma captcha piece, je vais lui demander de rajouter un pseudo-élément after
et on va mettre un background. Hop, et ça sera l'URL. Donc moi, c'est directement dans mon dossier public et le fichier s'appelle allo-piece.png. Ce truc-là, on va le mettre en position absolue. On va lui donner comme largeur et hauteur la même que la pièce de puzzle, sauf qu'il y a un tout petit peu plus d'espace. Donc on va rajouter 10 pixels sur les deux. Donc à ce niveau-là, on fait un petit calque et on rajoute 10 pixels. Et hop, ici, j'ai oublié de mettre un content, comme ceci. Alors déjà, on va voir si ça s'affiche correctement. Voilà, on voit bien que c'est en surimpression. On mettra que le background est en no repeat. Et il faudra créer un léger décalage. Donc là, c'est un décalage seulement en X de moins 4 pixels. On va faire une transformation. On va faire un translate moins 4 pixels et 0 pixels. Et on va rajouter une petite transition parce qu'on va jouer sur une transition au niveau de l'opacité. Cet halo, on souhaiterait supprimer un petit peu son opacité lorsque l'on finit de déplacer. Donc là, par exemple, lorsque je lâche le curseur pour que l'utilisateur puisse voir s'il est un peu dans la zone, il faut que je réduise l'opacité. Donc pour cela, je vais lui dire, si je prends le CAPTCHA, qui n'a pas la classe qu'on avait mise, qui était la classe JavaScript, hop, ici, voilà. Si on n'a pas cette classe-là, dans ce cas-là, mon élément va avoir une opacité, donc mon CAPTCHA piece, va avoir une opacité à 0,3. On réactualise, on teste, je bouge ma pièce et on voit que l'opacité est à 0,3. Par contre, c'est que l'opacité du pseudo-élément. Et c'est l'opacité du pseudo-élément seulement si on n'a pas la classe isMoving. Parce que si on est en train de se déplacer, on veut garder l'opacité classique. Donc maintenant, je déplace ma pièce, on voit qu'elle s'affiche comme ça, je lâche ma pièce et elle perd son opacité. Impeccable. Et ça permet à l'utilisateur de voir si il est à peu près dans les clous ou non. On va peut-être finir par un léger petit détail, c'est que à ce niveau-là, dans notre register.html, on va s'imaginer que dans notre formulaire, dans notre puzzle CAPTCHA, on aurait un champ caché qui permettrait d'avoir la position. Donc là, on va créer un champ. Pour l'instant, on ne va pas le cacher justement et on va le mettre en input de type texte. Quand je bouge ma pièce de puzzle, il va falloir changer la valeur de ce truc-là. Donc au niveau de mon captcha.js, je vais lui dire que lorsque l'on déplace l'élément, je veux que tu modifies dans le champ, que je vais sauvegarder au préalable pour éviter de faire une sélection tout le temps. On va le faire là, const input égale document.querySelector et on trouve l'input. Alors d'ailleurs, on ne va pas le faire dans le document, ce querySelector, on va le faire seulement dans le captcha. Maintenant que j'ai cet input, je peux lui dire à ce niveau-là, la valeur, je veux que ça soit la position en X, donc position.x, tiré la position en Y. Et on a maintenant notre CAPTCHA qui crée un champ caché que l'on peut remplir avec la position en X et en Y de la pièce de puzzle. Et c'est cette valeur-là que l'on pourra vérifier côté serveur. Et maintenant, on va attaquer la glue, donc tout ce qui va permettre de faire fonctionner tout ça ensemble. Et on va utiliser justement là la partie un peu plus spécifique au framework. Alors je suis dans le cadre ici de Symfony, mais sachez que tout ce que je vais faire dans cette vidéo, vous pourrez le transposer sur votre framework. Donc si vous utilisez Laravel, c'est juste que les règles vont changer. Alors première étape, c'est de faire un validateur. Un validateur qui va permettre de valider que ce qui est dans ce champ-là soit bien valide. Donc pour cela, moi dans le cadre de Symfony, on va faire un php bin/console make de .validator et on va appeler ça le challenge validator. Donc dans le cadre de Symfony, il crée deux classes. Donc elles sont directement ici dans le dossier src. On a une classe qui représente notre règle et une classe qui va représenter la logique justement pour valider les choses. Donc pour notre règle, on ne va pas forcément avoir besoin de trucs particuliers. Je vais juste peut-être préciser que ce n'est pas quelque chose de répétable, on ne peut pas le réutiliser deux fois, ça n'a pas de sens. Et au niveau du message, je vais juste mettre CAPTCHA invalide. Aucune logique spécifique à ce niveau-là. Pour notre valeur, on recevra un tableau qui contiendra le challenge et la réponse qui a été donnée. Donc à ce niveau-là, je vais juste rajouter un petit peu de PHPDoc pour expliquer les choses. Donc la valeur, ça sera un tableau qui contiendra une clé challenge, qui sera une chaîne de caractères, et une clé answer qui sera aussi une chaîne de caractères qui sera ce qui a été rentré par l'utilisateur. Toute la partie validation, on l'a déjà beaucoup préparée en amont, donc c'est très simple.
Il nous suffit au niveau du constructeur d'injecter notre challenge interface. Et ça, encore une fois, on le met en privé et en read-only. À ce niveau-là, dans mon code, j'ai juste à lui dire, est-ce que, grâce à mon système de challenge, je vérifie que ce qui correspond à la clé, donc nous on avait choisi d'appeler ça challenge, est-ce que ça va correspondre à la valeur qui a été donnée? Si l'utilisateur n'a pas mis de données, normalement on a déjà contré ce cas-là. Et si du coup c'est différent, dans ce cas-là on rajoute une erreur. Donc si vous faites ça avec Laravel, c'est le même principe. Vous injectez votre challenge et vous lui dites je vérifie la valeur. Si la valeur n'est pas bonne, j'ai une erreur. Si la valeur est bonne, c'est bon. OK. Donc là, j'ai mon validateur. Deuxième point, dans le cadre de Symfony, on va générer un champ qui permet justement d'afficher ce CAPTCHA. Donc on va aller créer un nouveau dossier ici dans la partie forme. On va appeler ça type. Ça permet de représenter un type de champ. Et on va créer une nouvelle classe que je vais appeler CAPTCHA type.php. Cette classe, je la fais étendre du abstract type, du composant forme. Ensuite, je vais implémenter plusieurs méthodes. Première méthode que je vais implémenter, c'est la fonction configureOption. Donc public function configureOptions. C'est quelque chose qui prend en paramètre le options resolver. Et tout de suite, je pense à appeler la méthode parente. J'en profite pour ajouter des options par défaut, notamment le fait que je vais rajouter une contrainte. Donc je vais faire un resolver set defaults et on va rajouter des contraintes par défaut. On va rajouter une première contrainte qui est la contrainte note blank. On ne veut pas que cette valeur soit vide. Et une seconde contrainte qui sera la contrainte challenge que l'on a créée. Celle qui permet de valider justement que le CAPTCHA est valide. Je me dis aussi que ça serait intéressant d'avoir une propriété route qui permettrait de changer la route qui est utilisée. Nous, par défaut, ça serait CAPTCHA, mais si on le souhaite, on pourrait changer, lorsqu'on va utiliser ce champ, cette propriété-là. Second point, c'est la fonction qui permet de créer les champs. Donc on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler buildForm. À la limite, je crois que si je fais juste buildForm, voilà, il me propose déjà de faire les choses. Donc cette fonction, elle permet de construire notre formulaire. Donc lorsque l'on crée le CAPTCHA, on a deux infos à passer. La clé qui correspond à notre problème et ensuite la réponse qui va être, elle, rentrée par l'utilisateur. Donc je vais pour cela créer deux champs. Donc je vais lui demander de créer un premier champ qui va s'appeler challenge qui contiendra la clé. Ça sera un champ de type caché et je vais rajouter une classe particulière. Cette classe, elle me servira surtout, là pour le coup, en JavaScript pour cibler les éléments et on va appeler ça CAPTCHA-challenge. Et on va lui donner comme data la clé de notre challenge. On peut la générer dynamiquement à ce niveau-là. Donc au niveau de cette classe-là, dans son constructeur, je vais encore une fois avoir une propriété privée en read-only qui est une instance du challenge interface. Et dans la data qui correspond à ce champ-là, donc ça c'est seulement la data qu'il mettra par défaut, je vais lui demander de faire un this challenge et de générer une clé. Donc à chaque fois que ce champ est utilisé, il va générer une clé. En plus de ce champ-là, je vais rajouter un nouveau champ qui va être la solution qui va être rentrée par l'utilisateur, answer, et je vais lui demander d'utiliser un champ caché encore une fois, et on va rajouter comme attribut une classe qui s'appellera CAPTCHA-answer. C'est ce champ-là que je vais notamment mettre dans mon CAPTCHA et que je vais remplir lorsque on va interagir avec le CAPTCHA en JavaScript. Enfin, le dernier point, c'est la fonction buildView qui permet d'envoyer des paramètres à notre vue. Alors là, il n'importe pas correctement les choses, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, il l'a fait, mais là, sur ça, il ne veut pas. Et au niveau de cette vue-là, je vais lui dire, il faut que tu rajoutes des variables, et on va rajouter une variable qui va s'appeler attribut, qui représentera des attributs HTML. Et là, je mettrai l'attribut largeur, ça sera la largeur de mon challenge. Donc, piece width, je vais lui donner la hauteur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le dernier paramètre, ça va être la source de mon image. Donc je vais avoir besoin de générer une URL, ce qui veut dire que j'ai besoin d'un autre service pour ce form type, qui est le URI generator. Donc je vais créer une nouvelle propriété en read-only, et on va lui dire j'ai besoin de l'URL generator interface. À ce niveau-là, je peux lui dire que l'attribut src, je vais faire un this URL generator, et je génère l'URL qui correspond à l'option qui a été passée en haut. Donc
j'ai accès aux options et je récupère la propriété route. Et je vais lui passer donc en paramètre dans l'URL le challenge. Et pour cela, je peux récupérer dans mon formulaire le champ qui s'appelle challenge et je récupère sa valeur en faisant la méthode getData. Donc là, c'est vraiment spécifique à Symfony. Si vous êtes dans Laravel, ce que vous pouvez faire, plutôt que de faire tout ça, c'est vous créer peut-être un composant CAPTCHA qui fasse cette logique-là de générer une clé et de générer ensuite les champs cachés, de rajouter les attributs. Je dirais même que je pense qu'en Laravel, c'est un petit peu plus simple à ce niveau-là. Et ensuite, je retire ce code-là. OK. Donc là, on a créé notre champ. Et on va pouvoir utiliser ce champ-là dans le formulaire d'inscription. Donc dans mon registration form type, je vais lui dire en plus de cette partie-là, je veux que tu rajoutes un champ qui va être CAPTCHA et je vais lui dire que ça sera quelque chose de type CAPTCHA type. Et je préciserai que ce n'est pas un champ qui est mappé, qui ne correspond à rien dans mon entité. Donc là, je mets mapped à false et je précise la route. Bon, même si c'est la route par défaut, juste pour être sûr. Et ça permet aussi aux gens qui vont lire le code de comprendre que c'est possible de définir ça. Maintenant, au niveau de ma page HTML, mon register.html.twig, je vais retirer ce que j'avais mis là. Je vais le garder en mémoire, mais je vais le retirer. Donc on voit que par défaut, on a simplement ici cette partie-là. On a un fil set et tout. Donc il va nous falloir générer la partie HTML qui correspond à ce champ-là. Donc pour cela, on va aller dans notre twig.yml. Et on va lui dire de charger un nouveau fichier pour gérer les thèmes. Et on va charger un fichier qui va être dans notre dossier template, qui va s'appeler form.html.twig. Je vais aller créer ce fichier-là. Donc dans ma partie templates, je vais créer un nouveau dossier form et je vais créer un nouveau fichier form.html.twig. Ça me permet de styliser tous les composants particuliers. À l'intérieur, je vais créer un bloc qui aura comme nom le nom de notre classe. Moi, j'ai choisi de l'appeler CAPTCHA _row. Donc CAPTCHA, c'est le nom de la classe et underscore row, c'est la convention de Symfony. Et après, je mets un endblock. Tout de suite, pour voir si ça marche, je mets un petit lorem ipsum pour voir si c'est déclenché. Comme ça, je travaille pas vite. Ça marche, impeccable. Donc on va ici créer une div qui aura la classe formGroup. Et à l'intérieur, on va mettre notre puzzle CAPTCHA. On va pouvoir remplacer les éléments ici. Donc la largeur, ça sera at.width. La hauteur, ça sera at.height. Et si vous avez la flemme de faire comme ça tous les attributs, vous pouvez rajouter quelque chose comme ça. C'est une petite boucle qui parcourt tous les attributs et qui va venir mettre des égales et tout ça. Voilà, c'est pas très intéressant de vous le démontrer. Et là, j'ai donc mon puzzle CAPTCHA. À l'intérieur, je vais avoir besoin d'afficher mes champs cachés. Donc à l'intérieur de mon puzzle CAPTCHA, plutôt que d'avoir un input de type texte, je vais lui dire parcours tous les enfants qui sont dans form.children. Et pour chacun de ces champs-là, donc on va mettre le end for, je veux que tu fasses un form_widget et que tu affiches l'enfant. Une fois que j'ai ce puzzle CAPTCHA, je vais mettre les helpers traditionnels, celui qui permet d'afficher l'aide et ensuite celui qui permet d'afficher les erreurs. Donc c'est form_errors. Donc pour le coup, je me suis inspiré de ce qu'on avait dans le template de Bootstrap pour pouvoir gérer les choses. Donc on réactualise notre page et on a bien ici notre système qui s'affiche correctement. Alors il y a peut-être un petit détail, la largeur me semble pas correcte et si je regarde, on a bien donc notre puzzle CAPTCHA et on a les champs qui sont cachés. La petite particularité, c'est que moi dans mon cas, il faudra que je prenne le champ caché qui corresponde à la réponse. On lui avait donné une classe, donc c'était CAPTCHA answer. Donc dans ma partie JavaScript, dans mon captcha.js, je vais lui demander à ce niveau-là de ne pas simplement sélectionner l'input, mais de prendre cet input en particulier. Parce que l'autre champ, qui contient déjà une valeur, celui-là, on ne doit pas y toucher. Il me manque juste donc un petit détail sur la largeur. Donc c'est sûrement que au niveau de mon CAPTCHA type, je ne dois pas lui envoyer les bonnes informations. Donc si je descends, voilà, ici je lui avais donné piece width au lieu de width, d'où la petite erreur. Je réactualise la page. Je bouge les choses, je clique sur m'inscrire et on me dit CAPTCHA invalide. Maintenant, j'essaie de placer la pièce convenablement. Je clique sur m'inscrire et ça fonctionne convenablement. Enfin, dernier petit problème à régler, c'est que si je soumets ici, je vois que la pièce de puzzle ne change plus de place parce qu'en fait, dans le cadre de Symfony, il garde les précédentes données qui ont été soumises dans le formulaire et il ne réutilise pas cette clé-là.
Donc là, ça veut dire que je vais devoir changer un petit peu ma manière de fonctionner. Je ne vais plus passer les données à ce niveau-là, mais je vais générer la clé lorsque je génère la vue, parce que c'est vraiment là en fait où on a une nouvelle génération. Donc je vais sauvegarder cette variable à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, je vais passer dans ma vue, du coup, une nouvelle variable que je vais appeler challenge, et je lui donnerai la clé de mon challenge. Au niveau du SRC, je n'ai plus besoin de récupérer la valeur depuis le formulaire, je peux simplement ici utiliser la clé. Voilà. Donc attention, j'ai fait une petite erreur au niveau des parenthèses et on devrait être bon. Donc il me faut changer maintenant ma partie formulaire. En modifiant cette partie-là, plutôt que de mettre un form widget et de parcourir l'ensemble des enfants, de toute façon je les connais à l'avance, je vais lui dire affiche-moi le form widget qui correspond à form.challenge et affiche-moi le form widget qui correspond à la réponse. La petite particularité, c'est que dans le cadre du challenge, je vais pouvoir manuellement ici lui spécifier la valeur à rentrer. Et la valeur, c'est cette propriété que j'ai choisi d'envoyer à ma vue. Si je réactualise ma page, il me sort une petite erreur, parce que j'ai oublié de supprimer une ligne, mais c'est pas bien grave. J'ai bien mon puzzle, je clique sur m'inscrire. Il râle à ce niveau-là parce que Verify a reçu une chaîne de caractères vide. Effectivement, dans mon challenge validator, j'avais juste vérifié que la valeur était nulle, mais par contre, je n'avais pas forcément vérifié à ce niveau-là que answer n'était pas nul. Donc on mettra une chaîne de caractères vide si on n'obtient rien. Comme ça, de toute façon, ça échouera. Donc je clique sur m'inscrire, le CAPTCHA est invalide et on voit qu'à chaque fois qu'il est invalide, j'ai un nouveau problème qui a été généré. J'essaie de placer la pièce de puzzle correctement. Voilà, je clique sur m'inscrire et là, ça fonctionne bien. Et on a comme ça créé un système de CAPTCHA qui fonctionne. Alors quelques remarques pour finir. Sur le puzzle, vous pouvez rajouter un petit peu de complexité. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien mettre du bruit ou ce genre de choses pour un peu tromper les intelligences artificielles et rendre la résolution du problème un petit peu plus compliquée. Vous pouvez aussi bouger les pièces. Moi, j'ai aussi fait en sorte que les fonds changent avec le temps. Donc si vous essayez de vous inscrire sur le site, vous aurez des images différentes. Je trouve que c'est aussi rigolo pour les utilisateurs parce que ça permet d'avoir des images assez rigolotes. L'inconvénient par contre de notre approche, c'est qu'on n'a pas de système d'accessibilité. Donc s'il y a des personnes qui ont des déficiences visuelles, la résolution de ce CAPTCHA peut être un problème. Alors dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un mail qui permet aux gens qui ont des problèmes de vous contacter et vous pouvez peut-être créer le compte à la main. L'important, c'est de ne pas complètement bloquer l'accès à un service à une personne. Dans tous les cas, si vous estimez que les personnes qui n'arriveront pas à résoudre vos puzzles sont minoritaires, vous pouvez le faire à la main, ce n'est pas gênant. C'est peut-être plus intéressant de faire ça plutôt que d'avoir des milliers de bots sur votre site. Là, ça va être à vous de gérer les choses. Une solution aussi serait de générer de l'audio qui permettrait aux utilisateurs de rentrer quelque chose ou carrément d'avoir des questions qui seraient simplement du format texte. Maintenant que vous avez compris le principe, qui est toujours le même, c'est ce système de on génère une clé et ensuite on essaie de faire deviner la clé avec un problème qui est différent. Donc moi je génère un couple de nombres et plutôt que de demander ces nombres à l'utilisateur, je génère un puzzle qui permet de les trouver. Donc on pourrait tout à fait s'imaginer un type de CAPTCHA complètement différent. L'avantage ici, c'est qu'on a fait des classes qui sont génériques et on peut tout à fait s'imaginer créer un système de challenge et de générateur qui serait complètement différent en fonction de la situation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les CAPTCHA, vous aura permis de découvrir comment on peut en créer un nous-mêmes et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!